Brestois, Brestoises, vous aviez oublié ce que était un podcast, nous avions oublié ce qu'étaient 2 victoires, et voilà, c'est le grand jour, 2 victoires et un podcast pour retrouver de bonnes habitudes. Bienvenue pour ce podcast 71 de Brest On Air, où je suis rejoint comme d'habitude, comme d'habitude presque plus maintenant, puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, par Fanch et par Yann. Messieurs, bonjour. Buonasera. Bonjour à tous, en effet. Et oui, Fanch qui discute à un nouveau public, de nouveaux auditeurs, des Italiens qui sont venus en masse suite à la sortie médiatique douteuse de Romain Fèvre en ce mardi. Malheureusement, c'est tout ce qu'on dira en italien, à moins que quelqu'un ait fait latin peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Alors latin en 5e et en prépa. Et du coup, comme j'en ai pas fait entre temps, c'était très compliqué de reprendre, donc je vais m'arrêter à ce que j'ai appris en 5e, Rosa et compagnie. De mon côté, je connais un seul mot italien, mais il est un peu vulgaire. Donc ça commence par va et ça finit par fanculo. Bon. Par contre, on peut noter le très très beau tifo lors du derby milanais de la Curva Sud ou Nord, l'une des deux en tout cas. C'est un très très beau tifo qui a mis en valeur les infirmiers et infirmières qui se sont battus pendant le Covid. Mais arrêtons de parler de Milan. En tout cas, jusqu'à ce que Romain Fèvre qu'il soit dans la catégorie des anciens Brestois. Parlons stade brestois, puisque les résultats sont au beau fixe avec cette très belle victoire contre Lorient dimanche. J'imagine que... Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît, parce que c'est tellement agréable que j'aimerais que tu le redises. Oui, c'est vrai que dimanche, on était le 7, le 7 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le Stade Brestois est allé s'imposer au Moustoir pour la première fois depuis 27 ans, après un scénario de match rocambolesque. On va en discuter un peu, on va de façon plus générale discuter du dernier mois de compétition du Stade Brestois. On va justement essayer à travers ces nouveaux podcasts, un nouveau format de podcast, on va dire, de passer plus en format bilan sur plusieurs matchs plutôt que des podcasts routines où on fait justement bilan du dernier match, puis news, puis preview du prochain. On va essayer d'être un peu plus complet et être vraiment dans la routine, et peut-être que justement au niveau des lives on fera un peu plus de temporel et de présent. Après, ne vous en faites pas, on dira toujours autant de saucisses, parce que, pour rappel, le dernier podcast que nous avions fait avec Fanch, on disait que si on gagnait pas contre Reims, c'était presque fini. On est aujourd'hui sorti de la zone rouge, quand même. Et justement, alors on a peut-être un invité qui a peut-être une petite phrase à dire avant de commencer. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Eh oui, vous l'avez peut-être reconnu. C'est Grégoire Margoton qui nous a fait un petit jingle sympathique grâce à je sais pas si on peut le nommer, Fanch. Si, c'est Fred qui travaille donc à TF1 et à Téléfoot, qui sera certainement des nôtres un jour dans un podcast prochain, avec qui on échange régulièrement et qui nous a fait ce petit plaisir de Grégoire Margoton qui nous dit que effectivement c'est bon d'aimer le Stade Brestois. C'est toujours cool, c'est mieux qu'un second poteau Pavard, je trouve. Parce que vous en pensez, monsieur. Mais en tout cas, effectivement, je trouve que ces quelques mots résument parfaitement bien l'état d'esprit actuel, même si on va évidemment tempérer tout ça, je pense, par la suite. Mais le PIS-3. Non, il faut quand même... Ouais, si, en fait, si. Mais on verra. On est toujours 17e, il faut quand même le rappeler. Mais c'est vrai que les 2 dernières semaines, en tout cas niveau sportif, ont été plutôt très très intéressantes, et on retrouve, on va dire, une équipe qu'on a envie de supporter. Alors on l'avait un peu connue en début de saison notamment, et puis elle s'était dissipée petit à petit avec quelques performances. On se rappelle notamment de la défaite contre Metz à domicile, qui était un peu le point d'orgue de ce début de saison un peu chaotique. Mais depuis ça va mieux, et il y a peut-être un tournant à voir avec le déplacement à Lille, où là on a l'impression que la roue a tourné un peu côté brestois, et ça fait plaisir. Donc on va reparler de ce dernier mois de compétition, un dernier mois de compétition qui s'améliore côté brestois, et c'est ce qu'on avait envie de voir, avec des performances déjà
en premier lieu, si on met de côté les résultats, des performances sportives individuelles, collectives qui s'améliorent, Yann? Oui, alors je ne sais pas si vous voulez commencer par le collectif ou l'individuel. Peut-être faisons Du collectif d'abord, peut-être. le collectif d'abord. Bah, là-dessus, je ne vais pas être très original, hein, je vais simplement prendre les mots des joueurs eux-mêmes. On a mis en place un nouveau système, un système à 2 pointes, où tout le monde semble trouver sa place, en fait. C'est ça qui est très bien. Il n'y a pas de dépassement de fonction exceptionnel. On voit pas des joueurs faire des trucs qu'ils ne faisaient pas avant. Mais, et là, je vais faire plaisir à Quentin, les joueurs font ce qu'ils savent faire et pas plus. Et ça suffit. En Ligue 1, ça suffit. Franchement, t'es d'accord avec ça, hein. Je te rejoins, et peut-être que l'exemple le plus flagrant, Yann, on avait dit ça notamment pour Brendan Chardonnay les années passées, qui progressait justement en faisant ce qu'il savait faire et en évitant de faire des choses qui sortent de son registre. Peut-être que effectivement le fait que tout le monde se mette à faire ça, je pense à Jérémy Ledoiron d'ailleurs devant en pointe, qui lorsqu'il n'est pas sur un côté n'a pas à déborder, n'a pas à dribbler forcément, n'a pas essayé de centrer, c'est pas vraiment ses points forts, alors que devant au point de fixation avec Mounier, j'ai trouvé même presque plus impressionnant que Mounier dans les airs à Lorient, notamment sur le dernier match. Et lui aussi, il n'est pas du tout avare d'efforts. Et voilà, on avait été assez critique à son égard les mois précédents, hein, à juste titre, je pense. Il faut aussi noter quand il y a des progrès. Et sinon, ouais, collectivement, je trouve que Yann, tu as raison, on sent plus d'osmose défensive et ça se ressent aussi sur le nombre d'occasions concédées et le nombre de buts encaissés. J'ai juste regardé vite fait les chiffres sur les 5 dernières rencontres de Brest. 5 matchs, quand même 2 victoires, 2 nuls. C'est plutôt solide quand tu vas à Lille, que tu reçois Monaco. Et une seule défaite, c'était la défaite à Nice. Bon, le match avait été très mauvais. Et sur ces 5 matchs, uniquement 5 buts encaissés. Quand on sait que on encaissait énormément de buts, 2 buts de moyenne par match, un petit peu plus sur les dernières semaines. On sent du progrès. C'est une équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Rien de flamboyant. On reste une équipe de bas de tableau de Ligue 1, je pense. Mais si l'équipe garde ces ingrédients-là et continue à jouer de la sorte, avec le même état d'esprit, je reviendrai sur l'état d'esprit tout à l'heure, parce qu'il y a des scènes après le deuxième but de Mouillet, notamment, qui sont parlantes. L'équipe peut envisager, en tout cas, se maintenir ou se battre pour le maintien jusqu'à la fin du championnat. Est-ce que tu pourrais nous rappeler contre qui nous avons gagné déjà? Oui, alors tout à fait, nous avons battu Monaco et également Lorient à Lorient. Très bien, merci. Et c'est vrai que après, on va dire qu'il y a moins d'erreurs individuelles parce que finalement, moi je trouve que depuis le début de saison, Brest ne concédait pas beaucoup d'occasions. Si on enlève le match contre Nice, hein, clairement, où là tu parlais des 5 buts encaissés sur les 5 derniers matchs, si on en prend 5 à Nice, je pense que c'est pas immérité, hein. On se souvient de Calvin Stengs, hein, qui avait fait un match légendaire avec de nombreuses occasions manquées. Mais c'est vrai que on va dire que on sent peut-être une prise de conscience ces dernières semaines, peut-être que le discours de Michel Derzakarian entre enfin dans les têtes, hein, à force de le rabattre effectivement toutes les semaines sur le manque de caractère, quelque chose qu'on entendait déjà la saison dernière avec l'ancien coach. Peut-être que les joueurs en ont marre et ont enfin mis un peu de caractère. Et c'est vrai que le match contre Monaco a cet effet, a montré beaucoup de caractère et notamment dans les duels. À un moment donné, il y a plus de réussite ces derniers temps, parce que aussi les joueurs mettent les bons ingrédients pour aller chercher cette réussite qui fuyait clairement le Stade Brestois. On se souvient, j'en parlais de la défaite de Metz, mais bon là, un contre et une frappe déviée qui part directement dans la lucarne. C'est vrai que c'était assez. La réussite était vraiment au point mort à ce niveau-là. Et depuis, il y a plus de réussite, mais il y a aussi les ingrédients qui sont mis pour que cette réussite ait changé de bord. Il y a un point que je voulais aborder plus tard, mais là le contexte s'y prend bien. C'est aussi, je pense, que le groupe a compris que Michel Derzakarian était avec eux. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'effectivement, vu comment il gueulait, vu les remarques qu'il faisait, qui étaient loin d'être, ça taclait assez sévère, il y a pu avoir ce doute. Est-ce que le coach est vraiment impliqué? Est-ce qu'il est vraiment content d'être là? Et finalement, là, je vous invite juste à regarder la fin de match à Monaco. Hein. Michel Derzakarian a plus couru que certains joueurs de Monaco. Et je pense que c'est la pierre fondatrice, dans le sens où le groupe va comprendre simplement que le coach est prêt à encaisser beaucoup de choses pour eux. Maintenant, ça veut rendre l'appareil. Pour l'instant, ils le font.
Je pense qu'aussi que l'effectif avait besoin de digérer la fin de saison dernière et la descente un peu aux enfers, parce qu'ils sont quand même passés pas loin de la catastrophe. Et il aura fallu du temps pour leur redonner confiance, et c'est pas facile de retrouver la confiance quand tu gagnes pas un match. Et c'est pour ça, je pense que ce qui est bien, c'est que le groupe n'a pas lâché. Ils auraient pu lâcher, à mon avis, quand tu gagnes pas après 11 matchs. Que tu perds à domicile contre Metz fait 2 frappes, elles sont à moitié déviées. Bon, tu vois vraiment qu'il n'y a rien qui va dans ton sens. Ils n'ont pas lâché, et quand tu vois les sourires et la joie collective après, regardez les images après le deuxième but à Lorient ou même après la victoire à Monaco, les visages, on a même posté une photo sur Twitter de Michel Derzakarian qui sourit. Et oui, c'est extrêmement rare, vous pouvez la retrouver. Il y a également Franck Honora qui a évoqué ça dans la presse. Alors je sais plus, je crois que c'est dans le Télégramme si je dis pas de bêtises. Il disait que voilà, ils avaient beaucoup plus de plaisir à travailler ensemble, à défendre ensemble, à attaquer ensemble et à vivre ensemble au quotidien aussi. Et voilà, peut-être que c'est l'avenir nous le dira, mais il y a certainement eu un tournant sur le mois d'octobre, début novembre au Stade Brestois, je pense, ça c'est clair. Et finalement, au moment presque où on s'y attendait le moins, puisque c'est surtout le mois de septembre qui semblait être important avec des matchs plutôt à notre portée, entre guillemets, contre Clermont, contre Nantes, contre Metz, qui se sont soldés par seulement 1 point en 3 matchs. Et finalement, c'est en affrontant Lille, c'est en affrontant Monaco, c'est en se déplaçant à Lorient, à un stade généralement au Brest, qui s'est imposé ce dimanche, mais ne s'impose jamais généralement. Comme je le disais, la roue a tourné. Après, c'est vrai que footballistiquement, c'est pas flamboyant. Clairement, c'est pas du jeu du football total, mais en tout cas, c'est efficace. Et on reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur les cas individuels, mais c'est vrai que tu as parlé de Jérémy Le Doiron, mais l'une des preuves, on va dire, de cette osmose collective et de ce nouvel état d'esprit, c'est peut-être la doublette Moghanetil-Belkebla au milieu qui n'est peut-être pas la doublette la plus footballistique qui soit, mais certainement celle dont Brest a besoin actuellement. Et elle est très importante, tu as raison Quentin, tu dis elle n'est pas forcément la plus belle footballistiquement, mais en tout cas, pour donner du caractère et dans les duels, elle l'est. Et je prends pour preuve les derniers chiffres du match contre Lorient. On est à plus de 60% de duels gagnés et 70% d'ailleurs de duels aériens qui ont été remportés. Donc je parlais de Le Doiron et de Mounier. Ça montre que vraiment, même s'ils étaient réduits à 10, on leur a quand même marché dessus dans l'engagement, dans la volonté et dans cette volonté vraiment d'aller de l'avant et de remporter les duels et de se montrer conquérant. Et ça a vraiment changé par rapport à des matchs. Je me souviens notamment du match contre Metz, du match à Nantes où j'étais à la Beaujoire et bon, vraiment c'était un long calvaire, les 90 minutes où tu avais l'impression qu'à chaque offensive nantaise ça pouvait faire but, ou en tout cas il y avait gros danger. Le match à Clermont où tu es en supériorité numérique et tu sens que tu as les chaussures qui sont un petit peu trop grandes pour toi ou trop chaudes, je sais pas, mais tu prends un but et tu te fais rejoindre au score. Voilà, vraiment insister sur cette notion de résilience du groupe qui n'a pas lâché et qui a, je pense, aujourd'hui, voilà, ils ont compris qu'ils avaient pu être dans le dur et je pense qu'ils savent qu'ils jouent le maintien jusqu'au bout et que du coup, l'équipe est conditionnée pour ça. Peut-être contrairement à une équipe comme Clermont qui a fait un très bon début et qui est en train de se casser un peu la figure. Je pense à Troyes aussi, Metz qui est dans le dur. Peut-être que Brest aura ce caractère s'ils font corps avec leur coach pour aller chercher quelque chose en fin d'année. Moi, j'ai rien à rajouter, juste souligner quand même qu'on a utilisé le mot résilience dans un podcast sur le Stade Brestois 29, et je trouve ça exceptionnel. Pardon. Et finalement, c'est aussi la continuité de la saison dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu un très très long calvaire en ne gagnant pas depuis énormément de temps. C'était peut-être fin avril, peut-être Saint-Etienne. 24 avril, j'étais dans le train, je me souviens très bien d'avoir réveillé le wagon entier quand Charbot ça avait lagué avant, enfin bref, 24 avril. Ouais, c'est ça, et donc du coup ça dure dans les têtes et il fallait un déclic et alors c'est arrivé le jour des 20 ans de Celtic Ultra, donc qui ont mis une superbe ambiance et en règle générale le stade a joué le jeu Juste, tu parles du stade et je suis assez d'accord. Et alors, les Celtic Ultra qui ont fait fêter leurs 20 ans de belle manière d'ailleurs. Y a rien à dire. Mais même au niveau du stade tout entier, je trouve que depuis le début de la saison, le stade aurait pu aussi se retourner contre l'équipe parce qu'il faut pas oublier que depuis la saison dernière, on vit des matchs, même si on n'était pas au stade l'année dernière, on vit des matchs compliqués, laborieux. La première partie de saison à domicile, tu vois le match de Metz, le match d'Angers. Le public aussi aurait pu lâcher son équipe et c'est pas du tout arrivé. Et je pense que
voilà, je disais faire corps avec son entraîneur et son staff, c'est aussi faire corps avec l'environnement et son public. Et je pense que c'est très important. Et les joueurs doivent aussi ça à leur public et à leurs supporters, c'est-à-dire de les avoir toujours supportés, même lorsqu'ils étaient derniers ou avant-derniers, avec 5 petits points, 6 petits points à la mi-octobre, fin octobre. Et je crois que c'était après le match contre Rennes que tu disais que c'était le match où Jérémy Le Doiron a égalisé dans les dernières minutes, que Brest n'aurait jamais égalisé sans ses supporters. Ouais, je pense, ouais. Et je pense que c'est pareil, une victoire contre Monaco sans les supporters, elle est dans les conditions actuelles où Brest n'a pas gagné depuis le 24 avril, donc maintenant je le sais, c'est très improbable. Donc c'est vrai que le 12e homme a parfaitement joué son rôle et que ça peut être lancé aussi, ça peut être désinhibé, on va dire, l'équipe qui a arrêté de penser au passé, finalement, au passé proche en tout cas. Et voilà, au-delà du match contre Monaco, c'est aussi Brest qui a réussi à changer son destin, grâce notamment à un coup franc dévié contre Lille. Mais c'est vrai que le match à Lille était une très très bonne performance et méritait un point, au moins un point. Ouais, tu parles de coup franc dévié, mais il faut aussi dire on n'a pas fait des très bons matchs, mais on n'a quand même aussi pas eu beaucoup de chance depuis le début de la saison. Il y a eu pas mal d'éléments qui étaient contre nous, et toi-même, Quentin, tu les as cités, t'es revenu là-dessus plusieurs fois, notamment sur Twitter ou lorsqu'on en discutait ensemble. Mais là, c'est peut-être un peu le tournant, la petite part de chance qui change de côté et qui nous aide justement à prendre ces points nécessaires. En tout cas, si on va un peu plus loin que les scores et qu'on va voir les stats un peu plus avancées, c'est vrai que Brest prend plus de buts que ce qu'il ne devrait. Ça, c'est aussi le fait des erreurs individuelles. On les connaît, on voit les matchs, on sait qui les réalise. Jean-Kévin bien meilleur à gauche, d'ailleurs. Bien sûr. Très bon à gauche, même, on peut le dire, très très bon à gauche, un peu moins en défense centrale. Mais est une équipe, on va dire, de milieu de tableau. Plus ou moins au niveau de Lyon, qui apparemment surperforme, mais c'est vrai que Brest prend plus de buts que ce qu'il ne devrait et marque un peu moins. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même beaucoup marqué sur coup de pied arrêté, et que dans le jeu, on a quand même pas mal de difficultés à se procurer des occasions, même quand l'adversaire est à 10. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'année dernière, l'entraîneur disait que c'était une mauvaise nouvelle quand l'adversaire était à 10. On s'en souvient, notamment contre Montpellier. C'était contre Montpellier, je crois qu'il avait dit ça. En fin de saison. Mais voilà, au final, Brest a toujours marqué depuis le début de saison. Donc là n'est pas le souci. Mais par contre, il fallait arrêter ou en tout cas prendre moins de buts. Et c'est vrai que depuis Nice, c'est régulièrement un but par match. Et le premier clean sheet contre Monaco, on a peut-être un Marco Bizot qui parle peut-être un peu mieux français, ça peut aider aussi, match après match, même s'il y a eu cette petite erreur de compréhension avec Lilian Brassier en toute fin de match qui a certainement coûté des sous-vêtements à certains supporters brestois. Et voilà, il faut une ambiance, il parle de Lilian Brassier. Incroyable. Mais qui a fait une très bonne entrée contre Monaco également à la mi-temps. Et du coup, ça aussi. Mais c'est vrai qu'on a hâte de revoir Christophe Herrel, qui avait été quand même plutôt convaincant, que ce soit à Lille, même si certains pour moi sévère avec lui sur le but lillois, qui n'est pour moi pas de sa faute, mais qui avait été aussi plutôt bon en première période contre Monaco. Je pense que la concurrence peut aider Brassier aussi à progresser, parce qu'il était un peu dans un fauteuil et finalement derrière lui il n'y avait personne, puisqu'il savait que quoi qu'il arrive il serait titulaire. Là, le retour de Herel et la mise sur le banc immédiate, il a peut-être dit qu'il fallait se bouger et faire plus. Bon, je sais pas si vous avez vu son geste sur Mofi à la fin du match à Lorient. Ça c'est criminel. Si l'arbitre siffle penalty, honnêtement il n'y a rien à dire. En temps réel, moi je trouve que ça va, c'est pas scandaleux. Non, mais il donne l'opportunité à l'arbitre de siffler. Autant que l'arbitre a donné un péno limite, qui se siffle pour la main, mais qui est quand même et un carton rouge, tu peux imaginer une forme de compensation. Tu sais comment ça se passe à ce moment-là. Je pense que si c'est le PSG ou l'OM en face, il y a penalty, par exemple. Et le fait qu'il n'aille rien que pas voir à la vidéo, je suis orienté. Après, j'ai la chance de ne pas être orienté. Après, c'est vrai que je suis pas très content, mais clairement, il donne l'opportunité à l'arbitre de siffler, et ça à la 88e, alors que tu mènes et que tu es en supériorité numérique, ça n'a pas lieu d'être.
ce qui est une faute sans en être une. Tu as parlé, Quentin, aussi du coup franc donc, qui a été détourné, qui marque peut-être un tournant. Peut-être aussi le but de Fred Honora contre Reims, qui sort un peu de nulle part et qui te relance alors que tu étais vraiment là, vraiment au fond du trou contre Reims. Tu perds 1-0. Tu vois pas comment l'équipe va pouvoir égaliser. C'est surtout ça, ouais. Et puis c'est presque une apparition divine qui te relance, et on a vu de la joie pareil sur le visage des joueurs qui ont poussé ensuite pour marquer le deuxième but. Ils sont pas parvenus, mais voilà, on a l'impression que ils marchaient vraiment sur un fil à ce moment-là. Ils sont pas tombés et finalement ils se sont dit les gars, on va y aller parce que maintenant on n'a plus rien à perdre. Et aujourd'hui quand on regarde le classement, c'est agréable de voir qu'on n'est plus dans la zone rouge et qu'on n'est même pas barragiste en fait, et qu'on est à 3 points tout bêtement du 13e qui est Lorient. Et voilà, après on est un peu lâché par le 11e Monaco, mais on s'en fout, à la limite, rester entre la 15e et la 17e place, moi ça m'irait très bien. On est lâché par Monaco, on s'y attendait en début de saison. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai, au-delà de ça, alors il y a Lens qui arrive, évidemment, ça va pas être de la tarte parce que Lens a une très très grosse équipe. Mais ensuite c'est Bordeaux et Saint-Etienne. Et 3, je crois, après ensuite, non ? Marseille-Montpellier 3. Marseille-Montpellier 3, bah voilà, donc comme quoi, il y a sur les 6 matchs qui viennent avant la trêve, faudrait, si t'en remportes 5, on est content. Non, mais tu fais, je sais pas, t'en remportes 2 contre les adversaires directs et un nul, tu prends 7 points, t'as 19 points. Vu le début de saison, ce serait déjà inespéré, je pense. Et on a l'impression, on va dire, c'était le cas l'année dernière, que Brest peut jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui, à domicile en tout cas. Oui, alors c'est vrai que ça ne ressort que du match contre Monaco, mais au moins il y a un match référence à domicile. Il y en a peut-être un maintenant à l'extérieur, et on peut se baser sur. Alors maintenant ça fait 3 bonnes performances consécutives, on va dire, même si celle contre Lorient était comme poussive, hein, il faut le dire, c'était pas non plus un rouleau compresseur avec de nombreuses occasions, mais ça donne de la confiance. Et les victoires amènent les victoires. On l'a vu avec Monaco-Lorient. Hein. Je pense que si tu bats pas Monaco, je pense que tu bats pas Lorient après, même à 10. Donc voilà, on va espérer. Alors Lens, ça va être difficile parce que je pense qu'ils ont Alors c'est vrai que notre jeu direct pourrait les empêcher de récupérer la balle haute comme ils le font régulièrement avec des joueurs qui pressent très très bien. Mais ça reste une des top équipes actuellement du championnat. Mais c'est vrai que les matchs contre Bordeaux et Saint-Etienne vont être assez capitaux pour la suite de la saison. Après, tu évoques le fait que contre Lorient, c'était très poussif. Là, je te rejoins parce que c'est vraiment, c'est une victoire. Une victoire dans la douleur, même si on va quand même retenir que par le passé, lorsqu'on était à 10, et tu en as déjà un petit peu parlé, on était à 10, on était en grande difficulté. J'avais tweeté à la mi-temps les statistiques. Lorsqu'on était à 10 les dernières fois, c'est à Clermont, on se fait égaliser. À Nice, on prend 2 buts et donc on perd le match. À Montpellier, on joue 1 heure à 11 contre 10 et on marque pas. On est une équipe qui reste quand même assez convalescente, on va dire, pour rester mesurée, qui était au fond du trou et arriver quand même à renverser le match quand tu es mené à l'extérieur. Je trouve qu'il y a quand même plus de motifs d'espoir que de choses à tempérer. D'habitude, moi qui suis plutôt pisse-froid, comme disait Yann, là je vois quand même, il fallait le faire. Il fallait le renverser le match. Et en plus, en fin de rencontre comme ça, avec la hargne et la volonté, j'ai trouvé ça plutôt très encourageant. Mais effectivement, si c'est encourageant, c'est dans la mesure où on est dans une dynamique de progression. C'est juste un effet comme ça, une fois un match de Monaco, un petit exploit sur un match et qu'après tu retournes dans tes travers, c'est pas très intéressant. J'espère que là c'est une dynamique qui est lancée. Évidemment, on va pas gagner les 12 ou les 15 prochains matchs, mais essayer Pourquoi pas ? Ouais, oui, parce que ça va être compliqué, mais en tout cas que la dynamique nous serve pour avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Et en tout cas, au niveau des têtes, déjà, c'est une immense satisfaction et j'imagine que le soulagement est gigantesque du côté des joueurs, hein, parce que toutes les semaines s'entraîner pour au final faire match nul, perdre, ça doit pas être facile. Et là, tu gagnes 2 matchs consécutifs. Ça devait pas être le cas depuis. Ça n'a pas été, je pense, le cas en 2021. Non, c'est sûr. Avant ça. Donc c'est quand même c'est un exploit. Hein. C'est un exploit pour le petit pousset de la Ligue 1. Et également, je pense que sur le terrain, ça désinhibe un peu les joueurs. Et alors c'est vrai qu'on joue au football de façon assez directe et simple, mais rien que les petites choses sont peut-être faites un peu mieux.
Les décalages sont peut-être faits un peu mieux, les passes en une touche sont un peu plus précises, les contrôles, le pied est un peu moins chaud, le ballon n'est plus une patate chaude. Voilà, c'est peut-être un tout qui fait que dans les têtes ça va beaucoup mieux et que ça va permettre peut-être enfin au Stade Brestois de lancer sa saison définitivement après 13 journées, mais mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs, au niveau du classement, si jamais on arrivait à gagner le match face à Lens, il y aura un énorme coup à faire puisque Metz affronte Bordeaux et Saint-Etienne affronte 3. Donc là, vraiment, il y aurait au point niveau comptable, si on arrivait à prendre les 3 points, on ferait une très très belle opération. Et également au niveau du classement, si on regarde tout bêtement simplement au niveau du goal average, qui peut également compter en fin de saison, on est uniquement à -5, alors que Bordeaux est déjà à -9, Saint-Etienne à -13 et Metz est à -14. Donc on est à la 13e journée, mais il y a déjà des tendances qui se dégagent. On marque beaucoup de buts, et on marque en tout cas pas mal de buts. Et finalement, on n'en encaisse pas tellement. Même si on en encaisse quasiment à chaque match, ça peut être également. On n'a pas pris de grosses raclées dans la saison, quoi. Comme Saint-Etienne qui en a pris 5 à Strasbourg, qui en a pris 3 contre Clermont, par exemple. Alors on a parlé pas mal du collectif. Nouveau système, on en parlait un peu rapidement en début de podcast, un 4-4-2 avec donc quelques paires, quelques binômes qui se trouvent. On a parlé de Jérémy Ledouaron et Steve Mounier. C'est vrai que l'un des peut-être des soucis du Stade Brestois, c'est que à défaut d'envoyer, on envoie beaucoup de longs ballons sur Steve Mounier, qui gagne beaucoup de duels aériens, mais qui avait vraiment personne autour de lui pour récupérer ses seconds ballons. Là maintenant, il y a quelqu'un qui se donne presque corps et âme pour aller à la pêche au ballon, sans jeu de mots, parce que effectivement Brest a battu Lorient dimanche dernier. Lorient surnommé les Merlus, d'où notamment la célébration de Steve Mounier, on la rappelle. Excellente célébration. Zéro excellent, franchement. Et voilà, Steve Mounier, Jérémy Ledouaron, Franck Honora, Ronald Pierre-Gabriel aussi. Ronald Pierre-Gabriel qui fait pour moi une bonne saison. Ronaldinho, Pierre-Gabriel. C'est vrai, Ronaldinho. Belkebla Magnetti. Il y a pas mal de gens, j'ai lu pas mal de gens qui critiquaient assez fortement Ronald Pierre-Gabriel. Je trouve qu'il fait une saison tout à fait correcte, même s'il peut avoir physiquement, il a du mal à finir les matchs et tout. Mais il a toujours quelques sauts de concentration de temps en temps. Ça, malheureusement, je pense que ça va le poursuivre toute sa carrière. Mais c'est au niveau de la dépense d'énergie, pour moi, il est concerné, on va dire, par le projet brestois, même si c'est un joueur prêté. C'est toujours un joueur prêté. Et il joue, ce qui n'était pas sûr quand il est arrivé. Il a beaucoup moins de soucis physiques que ce qu'on pouvait penser. Et pour moi, alors c'est vrai qu'il a un style assez particulier. Il ne sait absolument pas courir, ce qui est toujours assez problématique quand tu es joueur de football. Et surprenant aussi j'imagine quand on regarde de façon sporadique le Stade Brestois. Et c'est vrai qu'il est toujours à la limite aussi. Il a toujours le pied, il met toujours le pied pour toucher le ballon avant l'autre, donc il prend pas mal de coups également. Mais pour moi, il fait une saison tout à fait correcte, tout comme Jean-Kévin Duverne quand il est à gauche. Et ça c'est la trouvaille, le truc le plus improbable peut-être de ce début de saison. C'est Jean-Kévin Duverne qui est plutôt bon à gauche. En tout cas, quand il fait une bêtise. Quand il fait une bêtise, ça se paye pas cash, quoi. C'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre peut-être pour et Brennan Chardonnay en l'occurrence pour la rattraper. Pour la rattraper, ouais. C'est ça. Sur Pierre-Gabriel, moi, je rajoute un élément quand même. Je comprends les critiques sur Pierre-Gabriel parce qu'il a un côté totalement imprévisible. Il y a des moments où je pense que même ses coéquipiers ne comprennent pas ce qu'il fait, vers où il va, etc. Donc forcément, en termes de sérénité, c'est pas toujours bon. C'est un peu flippant. Je suis pas certain qu'il comprenne toujours lui-même ce qu'il fait non plus. C'est ça, je n'osais pas le dire, c'est ça. Mais bon, voilà, le résultat, c'est il a fait une grosse erreur cette saison, c'est donc face à Rennes, ça. Mais c'est tout. Mais pour un défenseur, c'est déjà très bien. Et si on regarde en plus son apport offensif, il n'y a pas de quoi râler contre Ronald Pierre-Gabriel, tout simplement. Qui aurait pu avoir 1 ou 2 buts à son actif. C'est, je crois, contre Rennes qu'il a une grosse occasion, contre le PSG à 3-2. Oui, il a une très très grosse occasion. Mais c'est vrai. Moi j'aime bien Pierre-Gabriel. J'ai également plutôt trouvé Marco Bizet un peu plus intéressant ces derniers temps aussi, peut-être notamment dans le match à Lille.
où il arrive à sauver une balle de 2-0 pour les Lillois et qui finalement est peut-être un tournant du match aussi. Un petit peu plus serein et communique peut-être un peu mieux, même si à Lorient on a vu qu'il allait faire une grosse connerie avec Brassier. Voilà, il s'impose un peu petit à petit aussi comme le patron de la défense, je pense. Et on a vu, j'ai bien aimé sa réaction après la victoire contre Monaco. Il était vraiment côté Trémine Quimper. Et on a vu vraiment toute la joie et la délivrance, je pense aussi sur son visage. Ça sent qu'il est impliqué dans le projet. J'avais un petit peu peur que un joueur qui vient de l'étranger comme ça, déjà assez âgé, sa carrière est plutôt derrière lui, qu'il baisse un peu les bras. Et d'autant plus qu'il est quand même, lui, il n'a pas le droit à l'erreur, Bizot, vu le soutien dont jouit Gauthier Larsonneur. Et finalement, il s'impose petit à petit. Je suis également, autant je suis déçu pour Gauthier, mais autant je suis content pour Bizot qui mérite pas de toute façon d'être jugé de manière négative sur les dernières performances. Et qui ne mérite pas d'être jugé à travers le prisme Larsonneur. Tout à fait. Il est pour rien. Et c'est un joueur du Stade Brestois. Tout à fait. Que ça ne sert à rien de... En plus, au poste de gardien de but, ça ne sert à rien de... Alors on peut aimer bien sûr son concurrent, mais ça ne sert à rien de le descendre outre mesure juste pour avoir envie de voir Gauthier Larsonneur retrouver son poste de gardien. Oui, titulaire en tout cas. On connaît Michel Dezacarian, ça ne bougera pas. Sauf si Bizot met 4 contre son camp en 3 matchs, mais sinon ça volontairement. Bouge. Voilà. S'il retourne et qu'il tire dans son but, là il y a peut-être une chance que si l'adversaire prend la manette, quoi. Tu parles de Dezacarian, ça me fait penser à un truc qui n'a pas forcément de lien avec le Stade Brestois, mais peut-être que les gens ne le savent pas. En tout cas, ceux qui sont abonnés à Canal+ ou qui ont MyCanal, d'aller regarder la série sur Montpellier, c'est Montpellier Héros, le nom de la série avec Héros, le petit jeu de mots. Vous l'avez. C'est moins bien que Brestonnaire. C'est moins bien que Brestonnaire, mais quand vous avez fini le podcast Brestonnaire, vous coupez, vous allez sur MyCanal et vous regardez. Et en fait, c'est pour Montpellier, on s'en fout un petit peu, mais il y a beaucoup de séquences qui sont tournées, qui sont tournées avec Michel Dezacarian dans son quotidien. Alors bon, quand il parle de ses chaussures et ses slips préférés, ça c'est à la limite amusant. Mais quand il nous explique, quand on le voit dans la relation avec les joueurs, sur le banc de touche et tout, on arrive à mieux comprendre le personnage. Et ça donne pas envie de l'énerver quand il est en colère. Enfin, t'as envie de le laisser tranquille et puis de le laisser faire son petit truc. Mais c'est assez intéressant. Je pense que ça peut passer avec certains joueurs et ça peut aussi ne pas passer avec d'autres. Je pense que il peut faire. Il fait pas l'unanimité dans un vestiaire, je pense, ce coach. Mais voilà. En tout cas, je vous recommande d'aller voir ça. C'est plutôt pas mal. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, il y a des scènes de conférences de presse avec les mecs de Montpellier et on l'interroge sur, c'est juste avant le mercato, sur la board, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir. Et les journalistes se font défoncer pareil, mais ils les envoient chier, c'est très drôle. D'ailleurs, on va peut-être avoir un nouveau c'est tout, parce que oui. le principal concerné, le principal suspect de ce c'est tout est de nouveau suspect dans une autre affaire. L'affaire de la sortie médiatique. Oui. Donc on va peut-être avoir un nouveau moment légendaire pour Michel Dezacarian, déjà, alors qu'il n'est au club que depuis 4 à 5 mois. Oui, l'inspecteur Greg Lorenzi est déjà sur le dossier, enfin, on peut espérer. Ah oui. Ouais, on sent que les Milanais ne connaissent pas Grégory Lorenzi. Pour revenir sur la sortie de Fèvre, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais le timing, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, on est à presque 2 mois du mercato. Alors c'est pour relancer et montrer qu'à Milan qu'il n'est pas mort, mais c'est lunaire. Le mec a été quand même condamné, n'importe quoi. Il a été sanctionné par le club. Condamné. Il a été sanctionné par le club, condamné par la Vox Populi. Il est venu s'excuser devant les ultras, etc. Et là, 2 mois plus tard, il remet ça. Donc après 2 victoires, c'est un peu curieux comme timing, je trouve. Alors après, j'imagine que l'interview a eu lieu avant Lorient, peut-être même avant Monaco. Peut-être. Ouais. Et il y a quand même des passages. Alors je sais pas trop comment Lefebvre va se défendre, mais j'ai beaucoup de doutes qu'il ait dit. Je vais jouer à Lens le 21 et ensuite on verra. Oui, c'est très bizarre. Ce passage-là, il est assez lunaire. Sauf erreur de ma part. Dans son interview, il dit avoir regardé le derby de Milan, qui a eu lieu le soir même du match contre Lorient. Donc c'est vraiment juste à rien. Je crois que tu as raison. Après, si Romain veut venir s'exprimer dans Brestonnaire, il est le bienvenu. il a notre numéro qui nous appelle. Et c'est dommage parce qu'on le sentait lui aussi concerné. Il fait des belles performances contre Monaco, contre Lorient, même contre Lille. C'est lui qui marque avec un peu de réussite, mais
il avait plutôt bien réagi après sa grossière erreur. Hein. Je pense qu'il est très très mal conseillé de manière générale, hein, que ce soit, je sais pas s'il a un conseiller en communication à proprement parler, mais ses conseillers visiblement chient sur le club déjà. C'est ça qui m'embête beaucoup. Je pense plus que Romain Fèvre. D'ailleurs, dans l'article du Télégramme, hein, on apprend que justement le Télégramme avait demandé à Romain Fèvre une demande d'interview et que ses conseillers ont préféré l'amener vers la presse italienne pour sa communication. Donc voilà, je pense que tout est dit là-dedans, hein, que c'est assez particulier. Après, je peux comprendre, hein, évidemment, que quand on voit comment Brest joue, qu'il ait envie de partir, et les résultats de Brest aussi par rapport à ceux de Milan, qu'il ait envie de partir. Mais il y a des manières de le faire, on va dire. Et alors, je sais pas s'il est le principal coupable dans cette affaire, parce que il sera condamné. Mais il va être condamné. Oui, il y a un moment, il a 23 ans quand même. Je veux dire, c'est pas les conseillers en communication qui le forcent à faire une interview, qui le forcent à dire tel mot. Voilà, il y a un moment. C'est lui de dire non aussi. Le mec, il y a 3 mois, 2 mois et demi, il a refusé d'aller au rassemblement pour partir à un match de Ligue Championnat quand même, quoi. Donc ça en dit long sur la manière dont c'est géré. Et puis finalement, je vois pas ce qu'il a à gagner à faire cette sortie-là. Et j'avais vu dans les commentaires, différents commentaires en italien sur Twitter, avec l'outil traduction évidemment, que beaucoup commençaient à dire que ils espéraient que c'était déjà calé avec Milan, parce que s'il se faisait une sortie comme ça sans avoir prévenu le Stade Brestois et que c'était pas calé avec Milan, c'était totalement inconscient, voire complètement idiot de sa part. Donc à suivre, mais en tout cas le mercato risque d'être animé. On peut mettre le podcast, on peut le faire en italien si jamais il préfère parler aux Italiens, peut-être que ça pourrait l'attirer. Et puis je sais pas, t'es Milan, tout Milan que t'as le Real de Madrid qui veut Fèvre ensuite. Une fois que le Milan, que Fèvre a signé au Milan, est-ce qu'il va faire la même chose parce que le Real est un club plus huppé que le Milan et que il veut partir au Real? Voilà, moi j'aurais des doutes aussi sur ses conseillers, sur son entourage, et que je me renseignerais. Est-ce que Romain Fèvre est bien entouré? Alors il a l'air d'être très professionnel, hein, puisqu'on voit dans sa interview qu'il y a un nutritionniste et tout ça. Mais est-ce qu'il a la bonne mentalité pour un club comme le Milan AC qui demande des exigences au niveau sportif et évidemment, mais aussi personnel et au niveau de l'intégrité, on va dire, de ses conseillers, de son environnement le plus proche, quoi, on va dire. Il fait preuve d'impatience, je trouve, parce que de toute manière, le mercato arrive dans 1 mois et demi, et puis il peut travailler en sous-marin et voir avec ses conseillers. Justement, pas besoin de l'écrire. On sait qu'il veut partir à Milan. Il a fait la une de toute la presse. Et on comprend. On comprend, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de faire grève pour ça. Exactement. Et même quand je suis au Stade Brestois, je vois cette interview, je convoque Romain Fèvre pour en discuter, je reprends des sanctions, parce que, peut-être pas des sanctions, mais en tout cas, j'ai une discussion avec le joueur, parce que ça se reproduit, et ça doit pas arriver, ce genre de truc. Condamné. Ok, monsieur Ondelat, calmez-vous, monsieur Ondelat. Mais c'est vrai on se faisait cette remarque. Les journalistes, généralement, en tout cas français, quand ils ont besoin d'une interview, ils passent par le club. Ils demandent comment est-ce qu'on peut l'appeler, à l'homme qui gère la relation entre médias et club. Est-ce qu'on peut avoir tel joueur? Est-ce qu'on peut avoir tel joueur? Est-ce que le club aurait accepté vraiment une demande d'interview venant d'Italie, de la Gazzetta dello Sport, qui je crois est un journal milanais, si je dis pas de bêtises. Donc pour Romain Fèvre, là je pense que c'est plutôt les conseillers de Romain Fèvre qui ont directement été voir la Gazzetta pour leur proposer une interview de Romain Fèvre, et que je pense que le club n'était pas au courant, et que là je pense que ça risque d'être assez dangereux. Est-ce que il y a d'autres peut-être individus qui vous ont, peut-être Franco Nora, sans le nommer, qui est peut-être le meilleur Brestois, en tout cas offensif, de ce début de saison? Je trouve qu'il est beaucoup plus complet dans son jeu, et il a montré énormément de qualité, de vista. Il a montré qu'il savait marquer des buts dans différentes positions, apporter le danger. Et finalement, sur le match de Lorient, c'est peut-être celui qu'on voit le moins offensivement. Il passe pas à côté de son match, mais il est moins percutant que d'habitude. Mais Honora, je pense que c'est l'homme du début de saison du Stade Brestois, clairement de mon côté, avec Brendan Chardonnay derrière. C'est ça. Là, je le mettrai pas dans le contexte de ces 3 derniers matchs. Je devais faire les calculs, je l'ai pas fait malheureusement, mais
je suis à peu près sûr que dans les notes brestonnaires, donc que vous, les auditeurs avisés, donnez, c'est Franck Honora qui a été élu le plus de fois homme du match. Là, actuellement, c'est lui qui a la meilleure moyenne avant les notes de Lorient. Et c'est mon avis perso, mais je trouve que les notes de nos auditeurs sont quand même très fidèles à ce que moi je vois sur le terrain. Ouais. Et donc oui, Franck Honora, homme de ce début de saison. C'est l'avantage d'avoir un panel de votants qui dépasse large, souvent les 150, donc c'est quand même aussi, généralement, ça fait une moyenne qui est plutôt cohérente et qui permet de donner des chiffres qui sont généralement pertinents, et on voit que, en plus, ce qui est bien, c'est que les gens votent, voilà, c'est pas du troll à mettre du 0 ou du 10, on a quand même quelque chose, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, ça se compense bien. Non, après, au niveau des... à cette personne dont je n'ai pas l'identité, mais qui toutes les semaines s'amuse à mettre 0 à Bizotte, 10 à Chardonnay et 0 à tout le reste de l'équipe. D'accord. Jean Sim, si tu nous écoutes. Brennan Chardonnay, on t'a trouvé. Non, mais sinon, au niveau des joueurs et des prestations individuelles, il y a aussi des joueurs, je trouve, qui déçoivent un peu. Je ne sais pas si on peut en parler, mais notamment, on peut parler du recrutement. Parce qu'on fait un podcast et on va y rester mesuré, je l'ai dit, on est quand même 17e de Ligue 1 avec pas mal de défaites à notre actif. Je pense à Yere Ouronen derrière, Lucien Agoumé qui avait montré des belles choses sur les 10 premières minutes de son premier match où on sentait qu'il pouvait faire des belles choses à tous les instants, monsieur Garcia. Mais Agoumé, Uronen, j'ai même pas en tête les autres recrues finalement, tellement elles sont un peu décevantes. Bizotte. Bizotte, j'en ai parlé un petit peu, c'est mieux parce qu'il enchaîne les matchs. Badji qui a disparu de la circulation assez rapidement, peut-être pour le meilleur d'ailleurs, hein, parce que bon, ce qu'il a montré sur les premiers matchs, notamment à Clermont où c'était assez lunaire, on se demandait ce qu'il foutait là. Mais voilà, peut-être un bémol que je mettrais en tout cas moi sur le recrutement. Je pense qu'on va pas en parler beaucoup plus longtemps, mais Youssouf Badji, je vous invite à regarder les vidéos de célébration ou de photos. Il est pas dans le groupe, honnêtement. Ça se voit, il est pas dans le délire, il a l'air un peu seul, et je pense que voilà, là ça aurait été le panic buy par excellence. Hein. Il fait le nombre. Après, alors, concernant Ironen, je trouve qu'il a été plutôt bon contre Lorient, avec notamment une qualité de centre qui pourrait pas mal aider, et on l'avait vu sur certains matchs, déjà, qui pourrait pas mal aider quand on a Mounier et Le Doiron maintenant dans la surface. Après, il y a un argument en béton hein, pour défendre Ouronen. Vu comment nous, on n'est pas serein quand on voit Lilian Brassier sur le terrain, est-ce que le type qui joue juste à côté de lui peut évoluer dans de bonnes conditions? C'est difficile. Alors, moi, je rejoins la deuxième mi-temps du Ouronen, ça a été plutôt correct. Mais la première, en fait, ce qui m'énerve chez Ouronen, c'est pas forcément les performances, c'est l'attitude qui en découle. Et j'ai souvent l'impression qu'Ouronen ne court pas ou met 5 minutes à démarrer, qu'il est souvent hors de position, alors que c'est un garçon qui a énormément d'expérience. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas normal que Jean-Kévin Duverne ait pris sa place. Mais si on me demande qui je veux mettre face à Lens à gauche, j'ai aucun débat, c'est Jean-Kévin Duverne, parce que ça va être très dur de le dire comme ça, mais en fait, je suis sûr que Duverne sera concerné. Même s'il va faire des cagades, je sais qu'il est concerné. Ouronen, je sais toujours pas, en fait. Je comprends pas pourquoi Ouronen, je suis d'accord avec toi, mais je comprends pas pourquoi il dégage ça. Parce qu'on n'a pas l'impression d'extérieur, même en plus. Je dirais pas qu'il est pas concerné, mais peut-être que j'ai l'impression que c'est un manque d'intégration, qu'il est pas dans l'équipe non plus. Enfin, il fait un peu bande à part, j'ai l'impression. En tout cas, lors des échauffements à domicile, il est souvent sur le banc, donc il fait une petite brésilienne avec les autres remplaçants. Mais là, pour le coup, il a l'air totalement intégré. Bon tant mieux, après c'est peut-être nous, c'est notre ressenti, peut-être qu'on se trompe, et j'espère. En tout cas, on n'a déjà pas envie qu'il se sente mal lui en tant qu'homme, et ça dépendra, ça rejaillira sur ses performances sportives après, mais j'espère qu'il va s'imposer, et j'aimerais bien le voir un petit peu plus à gauche, parce que effectivement, Yann, je te rejoins quand tu dis que c'est pas normal qu'il ait pris la place de Duverne. C'est quand même un gars qui est titulaire en équipe de Finlande, qui a joué à Genk. Je pense qu'il a des qualités, il aurait pas fait cette carrière-là en étant totalement merguez, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le voir un petit peu plus souvent, et je pense que le jeu et le temps de jeu cumulé lui fera du bien à ce joueur. Ah oui, il a été souvent blessé depuis le début de saison, et finalement il n'a jamais vraiment eu le temps d'enchaîner, à part en début de saison où contre Lyon, contre Rennes c'était plutôt correct, hein. Et contre Paris tout de suite ça a été un peu plus compliqué face à du lourd, hein. Mais on se souvient quand même de comment il a muselé Souleymana et Doku, qui sont quand même pas les plus mauvais ailiers de Ligue 1, loin de là. Donc clairement, en tout cas au niveau défensif, il est certainement meilleur que Jean-Kévin Duverne,
Et on va affronter Lens avec un Jonathan Klaus qui pour l'instant marche sur l'eau, n'en déplaise à Didier, la dèche. Mais c'est vrai que pour moi, il serait titulaire contre Lens. J'ai envie d'être provocateur, mais tu parles des plus mauvais ailiers de Ligue 1. Est-ce que Erwin Cardona fait partie des plus mauvais ailiers de Ligue 1 dont tu parles? Non, il n'est pas ailier. Donc, Quand vous parlez des déceptions, j'avais également Cardona en tête et tu fais bien d'en parler parce que il m'est sorti de l'esprit. Mais effectivement, Cardona sur ce début de saison, pourtant il commence bien l'année avec ce but super à Lyon. Mais manque de confiance, il va souvent en touche. J'ai un peu de mal. Pourtant, lui, au contraire, tu le sens concerné. Tu vois les célébrations d'après-match à Lorient, il est vraiment à fond avec tout le monde. Je sais pas si c'est un manque de confiance. C'est pas un mauvais joueur, Cardona. C'est pas du tout un mauvais joueur, mais là, il a perdu un peu son mojo, quoi. Mais en fait, je trouve que Cardona, depuis qu'il est à Brest, c'est soit tout va bien et ça va très très bien, soit ça va pas et ça va pas du tout. Et là, ça fait 2 mois que ça va vraiment pas. C'est même le contrôle, la passe. Il y a la très belle passe décisive face à Monaco qu'il sauve. Mais même les gestes les plus basiques, ça va pas du tout. Ouais, en plus maintenant, il est clairement remplaçant, hein. Même si il serait parfaitement finalement complémentaire de Steve Mounier, hein, même si ça a été testé, hein, donc sur le papier on peut penser qu'il serait complémentaire avec une déviation de Mounier pour la prise de profondeur de Cardona, mais c'est vrai que ça n'a pas trop marché quand les deux ont été alignés en même temps, avec Cardona qui avait, on va dire, du mal à savoir, on va dire, où Steve Mounier allait dévier le ballon, et ça se retrouvait pas tellement dans l'idée, on va dire. J'y pense là justement, puisqu'on évoquait les recrues, on a oublié Romain Del Castillo, qui a joué son 2e match du coup face à Lorient. Un petit peu trop tôt pour juger, non? Trop tôt pour juger, mais pareil, c'est Mèche qui en parlait régulièrement sur Twitter, ça sent la saison un peu galère où le mec est tout le temps absent pour blessure. Là, il va avoir 15 jours encore pour récupérer un petit peu, même s'il est rentré à Lorient, je suis pas certain qu'il était à 100%. On aura besoin d'un joueur comme Del Castillo, hein, je pense, mais qui rate une énorme occasion d'ailleurs. Du coup, dans le 4-4-2, comment est-ce que tu l'intègres? Tu vas pas le mettre à la place d'Honora, hein, qui lui est un titulaire indiscutable. C'est dommage d'avoir acheté un joueur de ce prix-là et de ce niveau-là pour le laisser sur le banc aussi, quoi. Ouais, est-ce que potentiellement, allez, on fait de la fiction, mais est-ce que c'est pas parce que Romain Fèvre part cet hiver et là effectivement il y a une place? On verra bien. Après, pour qu'il joue, faut qu'il soit en forme. Oui. Donc, commençons par ça, on va dire. Ensuite, on verra, mais c'est dommage parce que le match contre Angers était plutôt prometteur avec Fèvre, Honora et Del Castillo, mais on ne l'a plus vu depuis. Donc difficile de se prononcer, mais en tout cas sur le papier, ça a l'air c'est plutôt correct, hein, Del Castillo, mais et en plus c'est un joueur que Brest et Grégory Lorenzi voulaient depuis pas mal de temps. Donc voilà, on espère que la greffe se fera. Est-ce que, alors, j'ai une question pour vous, une question à laquelle d'ailleurs j'y pense, parce que le gars de Monaco qui nous avait appelé me l'avait posé au téléphone. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour Brest? J'avais dit que oui, donc depuis on a gagné 2 matchs. Vous pouvez me remercier. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, sur la suite de la saison? Alors, tu parles de Del Castillo qui devrait revenir en forme. RL, on souhaite qu'il revienne en forme. Sa blessure, visiblement, là, c'est pas grand-chose. Le retour de Paul Lannes aussi, avec à l'entraînement, ce qui est plutôt cool. Est-ce que vous êtes, vous, optimiste pour jusqu'à Noël ou jusqu'à la fin de saison? Vous restez très prudent, très mesuré, ou alors vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est plutôt un petit peu un feu de paille ces 2 victoires et qu'on risque de retomber dans nos travers qui sont les nôtres depuis le début de saison? Je rajoute Agoumé qui certes a un début de saison compliqué mais qui a fait une belle rentrée à Lorient. Enfin, moi je l'ai trouvé très intéressant dans un registre plus offensif. Donc voilà, j'ai bien aimé. Pour préciser sur Paul Lannes, non seulement il est déjà de retour à l'entraînement, mais il est de retour à l'entraînement collectif. C'est-à-dire que potentiellement, après la trêve, il peut déjà être dans le groupe. Tout à fait. Voilà. C'était les seuls points que je voulais rajouter sur ta question en soi. Évidemment, si on perd à Saint-Etienne et Bordeaux, c'est la crise. Mais je dois avouer que ces derniers temps, je regarde pas mal la Ligue 1. C'est-à-dire, je regarde pas que Brest. Et maintenant qu'on est sorti de la zone rouge, je me rends compte qu'on est, à mon sens, plus proche de la 14e, 15e place en termes de niveau que Metz, Saint-Etienne ou même Bordeaux. Donc moi, je reste résolument optimiste. C'est vrai que pour moi, une équipe comme Metz a beaucoup moins de motifs d'espoir déjà au niveau du personnel. Je pense que
Alors, ça c'est une sale nouvelle quand même, parce que je crois que c'est la 4e fois qu'il se fait les croisés alors qu'il a que 25-26 ans et que c'est 4 fois le même genou. Là c'est difficile. Une carrière. Mais en règle générale, on va dire que Metz est largement inférieur pour moi à Brest au niveau des joueurs et au niveau collectif. Et je pense que un Brest en grande difficulté avait largement dominé, largement, c'est un peu fort, mais mérité, on va dire, de gagner contre Metz. D'ailleurs, en début de saison, il y avait pas mal de matchs où, alors Brest ne faisait pas nécessairement ce qu'il fallait pour gagner, mais les adversaires de Brest ne faisaient pas nécessairement ce qu'il fallait pour gagner non plus et gagner. Alors que voilà, c'était un peu d'où un peu cet équilibre depuis. Et une équipe comme Clermont, je pense que joue un football dangereux pour se maintenir, même si par rapport notamment aux joueurs qu'ils ont, c'est tout à leur honneur, on va dire, parce que ça prône le spectacle, mais je pense pas que à long terme avec d'autres joueurs ça aurait certainement pu passer, mais avec des Gastien, Berthomier, je pense que c'est un peu limite pour la Ligue 1. Sur une saison, une fois que l'effet monté est passé, celui qu'on avait eu exactement en 2010, avec des Poyet, des Le Souamier qui roulaient sur la Ligue 1 alors qu'il n'avait pas forcément le niveau de la Ligue 1. There is only one Romain Poyet. Yann, je voulais juste rajouter sur Clermont qui en plus, bon, on attend d'avoir davantage de nouvelles, mais qui a perdu son meilleur atout défensif, c'est-à-dire Otonji, qui est sorti blessé ce week-end, et il y a beaucoup d'inquiétudes parce que ça pourrait être grave. Clairement, si Clermont perd Otonji, c'est fini pour eux. Je veux pas les enterrer trop vite, mais pour moi, c'est fini. Et je pense que Brest, collectivement et individuellement surtout, a le niveau pour finir 15-14e, et on connaît aussi le passif de Michel Zazakarian en tant qu'entraîneur qui n'est jamais descendu. Je pense que c'est aussi parce qu'il a une méthode, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Alors effectivement, il a entraîné Montpellier, même avec Nantes, je pense qu'il aurait pu descendre avec certains effectifs de Nantes. Et là, j'imagine qu'il a aussi une méthode pour ne pas descendre et que celle-ci est tranquillement mise en place du côté de Brest et qu'elle porte peut-être ses premiers fruits actuellement. Maintenant, c'est vrai que on va dire qu'au-delà des résultats, on va voir aussi ce que valent Bordeaux et Saint-Etienne dans des matchs coup près, qui ne le seront pas immédiatement, mais c'est vrai que ça devient très très vite des matchs à 6 points, en tout cas dans la tête des joueurs, je pense, et des supporters. Ces deux équipes qui nous réussissent plutôt bien, de Saint-Etienne à Loublé et Bordeaux à l'extérieur. Bon, pas dans leur nouveau stade, on a fait un 2-2 et on avait perdu l'année dernière. Mais ces deux équipes, je pense qu'on peut prendre des points contre ces équipes-là, et ça nous donnerait beaucoup de confiance de voir, comme disait Yann, que finalement on n'est pas largué et qu'on est largement au moins au niveau de nos concurrents. C'est dommage d'avoir perdu en fait, d'avoir pris un petit peu de retard à l'allumage. Il faut rattraper ça, mais c'est pas mort, loin de là. Mais en revanche, il ne faudra pas que Brest traîne. On n'a que 12 points encore et on est le 9 novembre. Oui, et puis ce qui est fascinant, c'est qu'on a pris du retard à l'allumage, mais sur les 3 dernières journées, on est quasiment la seule équipe du bas de tableau à prendre des points. Tous les autres, bon, Saint-Etienne a gagné le week-end dernier, mais tous les autres n'avancent plus. Il y a plein d'équipes qui se pètent la gueule là quand même. Même Lorient. Reims, Clermont, Lorient. Ils avaient pris beaucoup plus d'avance, mais Angers peut très vite se retrouver dans cette course au maintien aussi. On se réveille peut-être au bon moment. Reims, sur les 5 derniers matchs, Reims, Metz, Lorient, c'est 0 victoire. Reims, c'est 4 buts marqués uniquement. Reims, c'était annoncé dans la charrette depuis Oscar Garcia. C'était annoncé. Donc c'est vrai que l'un des gros signes encourageants, on va dire que, et ça peut changer d'ici 5 journées, mais c'est vrai que c'est les formes des équipes, que ce soit Brest ou les concurrents directs, en tout cas supposés directs depuis ce qu'on pensait depuis le début de saison. Et là-dessus, c'est quand même un gros motif d'espoir parce que je pense qu'il vaut mieux être bon en janvier que bon en début de saison. Comme l'a fait Lorient l'an dernier. Lorient, chez qui nous sommes allés gagner ce week-end. Tout à fait. Alors que Guingamp a perdu contre Bastia. Ça arrive. Vraiment un très bon week-end. Un très bon week-end également pour Julio. Tout à fait. Oui,
Tout à fait, qui a Rulio. gagné le pack de bière. Le pack de bière, passons peut-être aux news. Le pack de bière offert par Jean Sim avec sa brasserie La Très Belle, évidemment, toujours fidèle partenaire de notre concours de pronostics sur la rouste. Alors comment vous allez vous sur la rouste? Moi j'avoue qu'une fois que j'ai raté la deuxième et troisième journée, j'ai arrêté de jouer. Donc il y aura pas d'update de mon côté et de votre côté. Moi je vais mal, je suis centième, 103e. Donc c'est vraiment pas fou de mon côté. C'est la crise du mois de novembre de mon côté. J'ai même pas pris 120 points sur les 2 dernières journées. Je suis passé de 18e à 72e. En tout cas, finir devant Yann. Et il y a une petite nouveauté sur l'application de la Roost qui est l'indicateur de performance où, selon ton pourcentage de paris réussis, on te compare à une personne. Et actuellement, moi, c'est Raymond Domenech. Donc, Attends, je vais te dire. Je crois que c'est terrible. C'est terrible pour Yann. Capable de fulgurance, mais foncièrement mauvais. Merci. Ah bah Raymond Domenech également, je pense, non? Oui, tout à fait. Raymond Domenech. Je suis à 44%. Oh là. À deux doigts de quitter ce podcast immédiatement. Et d'ailleurs, on a notre réussite par équipe et ma troisième meilleure équipe, c'est Brest. Et la dernière, c'est comme d'habitude, c'est le PSG. Je sais pas pourquoi j'arrive. PSG, Rennes et Lorient. Je sais pourquoi. Moi aussi, c'est Brest, la meilleure équipe. Donc, comme quoi, on est dans le bon thème, tu vois. On fait un podcast sur la bonne équipe. Complètement. Et c'est Matt Laut qui mène la danse après 13 journées avec un total impressionnant de 23 résultats trouvés. Score trouvé, pas uniquement les vainqueurs, mais le score trouvé, c'est largement le premier dans cette catégorie. Devant Clemento, c'est Gildas du 29. On retrouve Jim Sla à la 8e position, donc pas de hasard. Pas de hasard du côté de Jim Sla qui continue sur sa bonne forme de la saison dernière. Peut-être passer un peu sur les autres équipes du Stade Brestois. Très rapidement, le petit bilan du début de saison avec la N3 qui a fait match nul contre la GSI Pontivy ce week-end. 2 buts partout avec un doublé de peut-être l'homme de ce début de saison pour la N3, Axel Camblanc, qui avait d'ailleurs fait une petite apparition dans le groupe pro contre Angers, je crois. Est-ce que tu penses que Axel Camblanc, parce que toi qui suis bien la N3, peut potentiellement faire quelques apparitions en Ligue 1 ou c'est encore trop juste? Écoute, la progression depuis, alors évidemment on les a pas vus jouer l'année dernière, donc finalement on se fait une progression sur 18 mois entre la fin de saison dernière, il y a justement 18 mois et cette saison, et la progression tant athlétique que technique au niveau du volume de jeu également est assez impressionnante. Il a pris, il a clairement changé de gabarit depuis la dernière fois que je l'avais vu, et c'est vrai que sa progression est assez impressionnante. C'est un joueur vraiment très très rapide qui a encore tendance à jouer la tête dans les pieds, qui regarde trop son ballon et ses pieds, mais il a beaucoup d'efficacité depuis le début de saison et devant le but, mais aussi dans les dribbles, dans les différences faites. Donc c'est plutôt très intéressant. Alors peut-être pas en Ligue 1 cette année, mais clairement peut-être intégrer le groupe pro la saison prochaine. La N3 de Bruno Grougy d'ailleurs, toujours important de le rappeler, qui est première de son groupe à égalité avec la réserve du Stade Briochin et de façon encore plus importante la réserve qui peut monter désormais en N2, ce qui n'est jamais une mauvaise idée, on va dire, de faire évoluer tes jeunes dans des divisions un peu plus hautes que la N3. Si tu as moyen de monter en N2, il faut pas hésiter. Et ce sera peut-être cette année, en tout cas dans une N2 très très serrée, puisque donc le leader a 14 points et le 7e en a 10. Par exemple, le 9e. D'ailleurs, Brest, on l'espère, ne sera pas concerné, mais il faut noter qu'en N2, ce sont surtout les équipes bretonnes qui sont en galère. Donc ça peut il y a que des équipes bretonnes. Finistériennes par contre. Oui, Finistérienne. Et donc ça fait que potentiellement, en N3, on peut avoir un sacré paquet de descentes. Alors la Saint-Pierre-du-Milizac est 6e dans le bon wagon, mais c'est par contre cette Plouzané qui est 11e et qui a changé pas mal de son effectif, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps à se trouver. D'ailleurs du côté de la Saint-Pierre-du-Milizac, il y a quand même pas mal d'anciens Brestois, notamment Yves-Marie Kerjean, Geoffrey Lidourin également qui joue au Stade Brestois, Arnaud Deniel, Cédric Fabien qui est toujours là à jouer, et notamment je crois
Enzo Henry, le frère de Valentin, Titouan Guéguin qui est titulaire dans les buts. Les U19 qui continuent leur bon début de saison, 17 points en 10 journées. Ils sont 6e à seulement 4 points du FC Nantes, qu'ils ont réussi à battre. D'ailleurs, je crois que alors je sais pas si c'est la seule équipe désormais, mais il y a un moment donné, c'est toujours la seule équipe à avoir battu le leader du FC Nantes. Du côté de Nantes, en plus, au stade Marcel Sopin, le très particulier stade Marcel Sopin, entouré d'immeubles, mais assez sympa, je trouve. Donc belle saison des U19 de Franck Cardilès. On continue avec les U17 qui sont 3e derrière le FC Nantes et le SCO d'Angers, qui n'ont pas joué ce week-end, mais qui ont été il y a 2 semaines battre Guingamp 4-0 dans les Côtes d'Armor. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, la D2 féminine qui a perdu ce week-end contre le Havre, l'une des grosses équipes de D2, et qui se retrouve dans le milieu de tableau. Je pense que ça devrait être leur place toute la saison. Trop loin des premiers pour jouer la montée. Il n'y a que le premier qui monte en D1, mais bien au-dessus des concurrentes qui joueront le maintien. Donc voilà, ça devrait être une nouvelle saison dans le ventre mou pour le Stade Brestois avant de viser plus haut d'ici 1 ou 2 ans, je pense. D'autres sujets à discuter peut-être autour du Stade Brestois, je ne suis pas sûr. Je crois qu'on a été complet. Oui, on espère en tout cas. Il y a effectivement d'anciens Brestois, mais on reviendra dessus. Vous pouvez suivre un peu leurs actualités sur notre compte Instagram notamment, où on met les buts, etc. Gaëtan Charbonnier qui a inscrit son 70e but en Ligue 2, c'est quand même un beau chiffre et toujours agréable de saluer Gaëtan Charbonnier dans ce podcast. Et surtout, Robert Lenormand qui a été élu joueur du mois du championnat espagnol, pas simplement de la Real Sociedad, pas simplement le meilleur défenseur, mais le meilleur joueur du mois de la Liga espagnole dans le mois d'octobre, ce qui est quand même assez impressionnant. Et son équipe de la Real Sociedad qui mène la danse en Liga et qui a encore gagné ce week-end à Osasuna. Robert Lenormand qui serait sur les tablettes d'après la presse espagnole de l'Atlético Madrid. Je pensais que ça serait Manchester City qui irait claquer 80 millions dessus. Il me semble qu'avec les droits de formation, on aurait 2%, quelque chose comme ça. Ah bah mais mettez de l'argent, payez. Oui, payez. On va se faire plus d'argent avec Lenormand qu'avec Fèvre, ça va être fabuleux. La progression est quand même assez dingue. Oui, et inattendu. Celui qui l'avait vu venir là-dessus. En tout cas, c'est pas Alex Dupont. Ah non, clairement pas. Paix à son âme. Messieurs, merci. Monsieur. Peut-être juste un dernier mot, parce que j'y pense, on y dit paix à son âme, on dit également paix à son âme à monsieur François Evinec. Bien sûr. Voilà, on lui dédie le beau succès à Lorient, même si c'est pas à nous de le faire. Et on est sûr qu'il y aura un hommage à la grandeur de son passé pour le match contre Lens, même si je crois que c'est à 13h. Et bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour faire un hommage, notamment avant le match. Mais je pense que quelque chose sera fait en son honneur et en sa mémoire. Sur ce, est-ce qu'il fait bon supporter le Stade Brestois ? C'est bon d'aimer le Stade Brestois. C'est bon de supporter le Stade Brestois. Eh oui, merci Grégoire. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On fera pas mieux de toute façon. Donc quittons-nous là-dessus et on va se dire à la prochaine. À la semaine prochaine. on va pas dire à la semaine prochaine parce qu'on n'est pas sûr. Mais pourquoi pas un live Twitch, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Et, évidemment, il faudra ce sub pour entendre Grégoire Margoton crier qu'il fait bon supporter le Stade Brestois. À la prochaine et bien sûr, comme tous les, même s'il n'y a pas match, allez Brest. Salut, allez Brest. De la croisière et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.